L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale. L'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie, patriarcat, patrie. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une nouvelle émission de Sortir du patriarcapitalisme, consacrée aujourd'hui à la question de la domination sexuelle adulte. Et pour parler de ce sujet très important, qui donc fait suite à 2 émissions consacrées à la domination sexuelle masculine et à la culture du viol, nous sommes donc avec Delphine Peterbrough-Merckx, doctorante à l'ENS Lyon et au CRESPA, et qui effectue une thèse sur ces questions. Donc bonjour Delphine. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors donc ton approche nous intéressait particulièrement parce que très souvent à l'extrême gauche, et y compris dans les théories féministes, il y a un impensé de la question de la domination adulte. Et d'un autre côté, souvent l'extrême gauche, quand elle s'est emparée de la question de la domination adulte, a flirté avec des positions qu'on va détailler dans le cours de l'émission et qu'on va critiquer, mais qui parfois on virait justement à une espèce de défense plus ou moins masquée de la pédophilie, notamment l'extrême gauche dans les années 70, et puis avec aussi tout un tas d'impensés critiquables, comme une espèce de vision un peu mirifique de l'enfance, ou une vision de l'enfance abstraite justement de la domination adulte, dans certains cas, lorsque ce serait de valeureux gauchistes qui eux seraient soi-disant en dehors de ces rapports. Et du coup ce qui est intéressant justement dans ton approche, il nous semblait, c'était justement que tu faisais une espèce d'analyse matérialiste justement de la domination adulte, où tout le monde est pris dans des rapports d'âge qui impliquent des rapports de domination. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu croises cette question de la domination adulte avec la domination de genre, la domination patriarcale. Et justement, ce qui nous paraît intéressant, c'est que tu permets de relire des questions qui sont trop souvent traitées comme des faits divers ou comme des choses qui ne sont pas prises en compte par la théorie d'extrême gauche, c'est-à-dire l'inceste et la pédophilie, qui sont pris en compte, qui sont souvent traités de manière très spectaculaire dans les médias et qui font pas vraiment l'objet d'analyse dans l'extrême gauche, à de rares exceptions près. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ces phénomènes et justement dans une perspective qui est à la fois matérialiste en termes de domination adulte structurelle et en même temps intersectionnelle, donc le lien avec la domination de genre. En fait, on peut partir d'une citation de Dorothée Ducy, qui est dans son livre Le berceau des dominations, qui est un livre qui justement traite de l'inceste comme domination primale, où elle nous dit que l'inceste apparaît comme l'outil primal de formation à l'exploitation et à la domination de genre et de classe. Et moi, en fait, à ça, j'aimerais directement rajouter et d'âge. Effectivement, comme tu le disais, il y a une manière de traiter l'inceste dans les médias, mais même dans certains milieux politisés, comme une sorte de figure du mal absolu, c'est-à-dire que c'est une réaction que plusieurs personnes ont quand je parle de ma thèse d'ailleurs, où dès que je mentionne l'inceste ou la pédophilie, on dit quelle horreur, et donc qu'empêche de penser pour moi, qui dépolitise complètement le problème. Or en fait, quand on s'intéresse à cette question, on voit que l'inceste est au croisement et se lie facilement au croisement de 2 dynamiques, donc des dominations de genre. Les chiffres sont compliqués à avoir parce qu'en fait c'est compliqué en fait de faire des statistiques avec des enfants, parce qu'en fait il y a la question du consentement des parents, etc. Et en fait quand les parents sont les personnes qui vont commettre les violences, c'est assez compliqué de demander. Mais en tout cas on dit que il y aurait un ratio de 70% pour les filles dans les victimes d'inceste. Et aussi que les agresseurs seraient en majorité des hommes, même si il y a des agresseuses femmes, on en parle peu. Et après, il y a évidemment une domination d'âge qu'on prend beaucoup moins en compte
en fait, politiquement, avec cette idée que, en fait, on ne peut pas avoir une analyse politique du problème parce que l'enfance appartiendrait au champ du naturel. Donc ça, c'est une partition, enfin, voilà, ma thèse, elle s'inscrit en philosophie, c'est une partition qui est assez traditionnelle en philosophie, de considérer que la famille, donc en fait les femmes et les enfants, appartiendraient au pré-politique, puisqu'en fait on serait dans la sphère de l'inégalitaire, c'est-à-dire que les femmes et les enfants seraient inégales par rapport à la sphère masculine qui serait une sphère égale. Et en fait, autant dans les milieux féministes, il y a eu un geste justement de politisation de cette question, de dire en fait ça va pas du tout de soi, et c'est une question politique la famille, mais autant on a du mal à le faire vis-à-vis des enfants. Donc on continue à considérer que les enfants finalement et on oublie complètement, donc on naturalise une certaine enfance. Là, les enfants, donc c'est ce qu'on voit en fait dans la manière de médiatiser les questions, c'est des figures de la vulnérabilité absolue, très fragiles. Les représentations dans les médias, c'est beaucoup ça. Et en fait, on oublie que les enfants sont construits socialement et sont pris dans ces rapports de pouvoir qui, en fait, les rendent vulnérables. Il s'agit pas, enfin, moi j'ai l'impression que c'est une réponse qu'on me fournit tout le temps. Il s'agit pas de nier que, oui, on peut prendre l'exemple extrême du nourrisson avec cette idée que quand même il y aurait une dépendance du nourrisson, etc. Ok, mais en fait là. L'enfance, ça unifie une classe d'âge assez différente. Une classe qui est prise, en fait, si on essaye de partir du statut de mineur, parce que c'est ça, en fait, qui définirait l'enfance, l'enfance est prise dans un régime de dépendance et de domination. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, enfin, ce qui définit le mineur, c'est d'être placé sous l'autorité de la famille. Et en fait, la famille, c'est l'espace où se perpétuent la plupart des violences faites aux enfants. Voilà, c'est une condition matérielle, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas la possibilité de gagner de l'argent. Enfin, en fait, l'enfant, c'est quand même l'être qui, socialement, est complètement dépendant financièrement, ce qui crée quand même une vulnérabilité absolue, quoi. Enfin, face, il n'y a pas de représentation politique des enfants. On reconnaît pas aux enfants le droit de se syndiquer, par exemple. Enfin, voilà, il y a tout un. Et puis, symboliquement, c'est pas seulement un régime légal. L'enfant est considéré comme dénué d'une raison suffisante pour faire ses propres choix. Et cette idée que, en fait, la parole des enfants est toujours remise en cause. Enfin, il y a vraiment ça qui s'est vu de manière assez saillante avec Outreau. Cette idée que finalement, il faudrait faire attention quand on croit trop les enfants. En fait, on arrive à des excès. Mais en fait, même dans la manière dont on parle aux enfants, la manière dont on constitue l'enfance comme sphère du jeu, par exemple, il y a cette idée que ça serait un domaine du non-sérieux, une forme d'immaturité, quoi. Et donc, du coup, on empêche complètement aux enfants de devenir des acteurs politiques. Et moi, un des attributs de l'enfance que je trouve le plus problématique, enfin, en tout cas, qui me pose vraiment question, c'est cette idée qui est un peu une vulgate de l'innocence de l'enfance. Avec souvent une critique de la pédophilie ou de l'inceste qui s'énonce un peu en ces termes. Finalement, on leur a brisé leur enfance. Du coup, ça crée une sorte de mythe, comme si pour tous les enfants en général, à part les pauvres enfants qui avaient été victimes d'inceste pédophilie, c'est quand même des chiffres assez énormes en vrai, mais comme si pour tous les enfants, il y avait c'était en fait cette enfance une sorte de période un peu en suspens, préservée. Et aussi, ça définit l'enfant comme une sorte de sujet passif, incapable de se défendre. Or, en fait, j'ai l'impression que c'est une stratégie qui a été utilisée par plusieurs personnes, plusieurs collectifs qui luttent sur les questions d'inceste en disant, finalement, plus on construit l'enfant comme innocente, plus on se préserve contre des personnes qui diraient, et en fait ça a été quand même un discours fréquent, c'est l'enfant qui m'a aguiché, quoi. Et c'était un discours très fréquent en fait dans certains milieux de dire mais en fait non, l'enfant il est aussi sexualisé et en fait il a aussi une attitude de séduction, quoi. Et du coup j'ai l'impression que c'est une stratégie mais qui est hyper pernicieuse, enfin qui pose vraiment des questions compliquées parce que déjà ça construit une figure de la bonne victime, c'est-à-dire qu'en fait il y a les enfants qui seraient innocents et puis ça serait qui du coup les autres enfants, ça serait donc les vicieux qui seraient finalement plus ignorants, et en fait c'est dans des procès des propos qui reviennent souvent en fait. Mais en fait, vous croyez, on vous fait croire comme ça que cette petite fille, elle connaît rien à ce type de questions, alors qu'en fait, voilà, elle a des attitudes, elle a une manière de se comporter vis-à-vis de moi. Donc il y a cette première question, et puis le deuxième problème pour moi, c'est que ça ôte à l'enfance toute capacité d'action. Donc c'est-à-dire que il y a cette idée vraiment d'une sorte de passivité extrême, alors qu'en fait, évidemment qu'il y a un rapport de pouvoir très fort, et du coup que c'est très compliqué pour les enfants de se défendre. Mais par contre, en fait, il y a des articles qui en parlent. J'ai beaucoup aimé les récits de Dorothy Allison qu'elle fait de son inceste, où en fait, il y a tout un ensemble de stratégies que les enfants mettent en place, quoi, je sais pas, dans un article, il y a une personne qui parlait d'enfants qui se roulent dans les draps, pour se momifier un peu et que les adultes viennent pas, ou d'avoir le chien qui est juste à côté, qu'elle garde dans le... Enfin, en fait, les enfants usent de stratégies, c'est juste que, dans un rapport de pouvoir compliqué. Et du coup, moi, j'ai l'impression que, ce qui importe, c'est pas tant que les enfants seraient innocents, parce que ça, en fait, bien sûr, ils le sont légalement, dans le sens où il y a un rapport de pouvoir, mais par contre, ils sont pas plus purs, la question a pas trop de sens pour moi, mais par contre, ils sont ignorants.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une pureté spécifique, mais ils sont rendus ignorants, et ça relève d'une forme de volonté sociale. Enfin, ça s'énonce dans des termes compliqués, mais en fait, c'est en raison de la prétendue insouciance de l'enfance, donc de cette idée, il faut la préserver, l'enfance de tout un tas de problèmes politiques, qu'on refuse à l'enfant l'accès à tout un ensemble de savoirs, en disant il est trop jeune, comme si en fait l'enfance était une sphère dénuée de pouvoir. Alors qu'en fait, pour moi, c'est une sphère au contraire, quoi, qui est au croisement de rapports de pouvoir extrêmement violents, et là-dedans, j'ai l'impression que les deux champs qui sont particulièrement mis à l'écart du savoir accessible pour les enfants, c'est la sexualité et la politique. Il y a vraiment cette idée que voilà, les réunions à table, on refuse de discuter de sexualité et de politique avec les enfants, ou on évite, ou on ridiculise leurs questions, quoi. Donc en disant, en répondant des conceptions complètement farfelues sur la procréation, et tous ces discours sur les choux et les fleurs, et en décrédibilisant les enfants quand ils s'emparent de questions politiques, quoi. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'une stratégie positive pour politiser ces questions, ça serait non pas de construire une image mythique de l'enfance comme pure pour invalider en fait toute tentative de penser son consentement, de dire non, l'enfant il est incapable d'avoir dit oui, etc. Mais en fait, je pense qu'on peut le faire beaucoup plus avec beaucoup plus de pertinence et avec une analyse politique beaucoup plus intéressante, en s'intéressant aux structures sociales qui rendent les enfants vulnérables, en fait, qui les mettent dans ce statut. En fait, ils peuvent pas, ou ils peuvent très difficilement s'opposer à tout un ensemble d'agressions. Et Dorothée Ducy, elle dit quelque chose là-dessus que je trouve intéressant. Elle dit, qui va dans ce sens, quoi. Elle dit, sous couvert de les protéger des horreurs du monde, on empêche les enfants d'être informés, comme naguère ou ailleurs, on maintient dans l'ignorance certaines classes de population, les femmes, les pauvres. L'information et l'instruction étant de notoriété publique les deux mamelles de la révolte, priver les enfants d'informations précises et réelles sur l'inceste est un moyen de les empêcher de nommer par identification les violences qui leur sont faites. Même nommer ces violences, ça devient extrêmement compliqué pour des enfants parce qu'ils ont même pas les termes sur, par exemple, leur corps. Il y a des récits aussi qui disent en fait, j'ai essayé de nommer ce qui s'est passé en termes de violences sexuelles, mais en fait, j'avais pas les mots pour expliciter où l'adulte me touchait. Parce qu'en fait, on floute certaines de ses connaissances, quoi. Et du coup, et après il y a vraiment un truc de refuser la véracité de la parole des enfants, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que ça crée complètement un cercle vicieux, c'est-à-dire on pense les enfants comme vulnérables, et donc plus on les pense comme ça, plus on tend à se tourner vers des structures qui pourraient les protéger, parce qu'en fait pour moi le pendant des discours sur la vulnérabilité, c'est quand même une réponse de type protection paternaliste. En fait, vu qu'ils sont vulnérables, on va essayer de trouver des structures qui les protègent. Or, en fait, ces structures sont elles-mêmes actrices en fait dans la domination des adultes sur les enfants et dans les violences sur les enfants, comme la famille, quoi. Et on peut vraiment faire le lien, je trouve, avec Elsa Dorlin, elle en parle, mais le traitement des violences conjugales faites aux femmes, où il y a des affiches dans le métro avec des femmes couvertes de bleu, complètement recroquevillées sur elles-mêmes, et cette idée que en fait le soutien va venir de l'État, comme si finalement les femmes étaient en fait des victimes passives qui étaient incapables de saisir de ces questions, et que le seul salut qu'on pourrait en attendre, c'est en fait qu'on protège ces personnes, quoi. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à dénaturaliser la vision de l'enfance et à se dire, non, les enfants, ils pourraient complètement se défendre, quoi, et trouver des... Mais ça pose des questions d'accès à des collectifs. Comment, quand on est enfant, en fait, c'est ça, les collectifs de victimes d'inceste, ou de survivantes, comme certaines personnes le disent. En fait, c'est des collectifs d'adultes qui sont d'anciennes victimes, mais qui ont réussi à se regrouper, à discuter ensemble. Comment des enfants, en fait, peuvent le faire, parce que ça nécessite quand même de se déplacer hors de chez soi. Et ça pose des questions vraiment compliquées, quoi. Payer un ticket de métro, si on veut prendre le métro, ouais. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, et ça me fait penser que pour analyser et critiquer la domination adulte, et notamment la domination sexuelle, on peut le faire un peu de trois manières. D'une part, par l'analogie avec la domination patriarcale, la domination masculine, parce qu'il y a tout un tas de mécanismes qu'on retrouve. J'étais frappé à chaque fois comment est-ce que finalement on retrouvait les mêmes mécanismes. Donc le fait de naturaliser finalement ce qui est avant tout une domination sociale, cette opposition entre mineurs et majeurs qui était légale jusqu'à relativement récemment dans un grand nombre de pays, le fait que finalement on crée
socialement une dépendance économique, affective, existentielle, etc., d'un groupe vis-à-vis d'un autre groupe. Cet autre groupe se retrouvant du fait justement qu'il a des dépendants en position de pouvoir. La dimension paternaliste, cette espèce de dissociation dévalorisante où finalement les enfants comme les femmes sont relégués dans une sphère qui finalement est idéalisée et en même temps dévalorisée puisque en dehors du champ politique, social, de la sphère publique. Également un différentialisme extrêmement fort qui pour les enfants est extrêmement marqué et qui en même temps, et c'est ça qui rend encore plus difficile la critique de la domination adulte, c'est que la domination adulte, c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'elle crée effectivement des enfants qui sont ignorants, qui sont dépendants, etc., ce qui permet derrière de mieux naturaliser cette différence supposément innée. Et on sait que c'était le même mécanisme dans la domination patriarcale, c'est-à-dire que les femmes étaient supposées illettrées, etc., alors que c'était une construction elle-même de la société patriarcale. Après, il y a aussi une autre dichotomie entre les enfants qui seraient purs, mais il y aurait quand même du coup, par opposition, des enfants qui seraient un peu limites, ce qui rappelle la dichotomie entre la mère et la putain, classique dans le patriarcat, dont parle par exemple l'anthropologue italienne Paola Tabet. Après, il y a également le fait que, et ça c'est quelque chose que développe plus Nicole Claude Mathieu, que effectivement on construit les enfants comme on construit les femmes, comme des êtres dépourvus de conscience de classe, finalement de conscience qu'ils sont dans un rapport de domination. On les prive de savoir sur le corps, leur corps notamment, hein, c'était assez frappant la manière dont tu le disais. Puis également le fait qu'on construit l'ignorance, qu'on produit de l'ignorance, effectivement avec tout le langage infantilisant qu'on retrouve aussi avec la manière dont on parle aux femmes. Même si c'est encore plus frappant peut-être dans le cas des enfants. Et puis tout ça appelle encore une fois par analogie au fait qu'il faut faire une analyse matérialiste du consentement, c'est-à-dire que évidemment le consentement c'est le minimum, qu'il faut bien distinguer le consentement et le viol, etc. Il ne s'agit pas de nier l'intérêt de ce concept, mais que il faut aussi s'intéresser aux capacités matérielles de consentir. Et que dans le cas des femmes, clairement, elles sont pas toujours réunies ces capacités matérielles de consentir en raison de différentiels économiques, de tout un tas de différentiels qui sont construits, y compris en termes de puissance physique, construits par la société. Et réciproquement, c'est quelque chose que tu mettais en avant sur les cas des enfants, les capacités matérielles également de résister. Puisque les enfants, et pour les femmes, c'est également difficile de s'enfuir de leur foyer quand elles sont extrêmement dépendantes économiquement, de par le fonctionnement du capitalisme patriarcal. Et pour les enfants, c'est encore plus important. Après, donc, il y a beaucoup d'analogies. Après, il y a évidemment une intersection très forte, puisque effectivement, l'inceste, c'est majoritairement des hommes qui commettent des viols, des violences sexuelles, des agressions sexuelles sur des petites filles. Donc, tu rappelais, 70% des victimes d'inceste sont des petites filles. Et finalement, ça rappelle le fait qu'on parle parfois plus de domination patriarcale que de domination masculine, parce que finalement, la domination masculine, même si elle constitue une énorme partie de la domination patriarcale, et que par certains moments, elle fonctionne comme une espèce de synonyme, la domination patriarcale, si on reprend par exemple les travaux de Christine Delphi, qui s'est un petit peu intéressée justement à la question de la domination adulte, dans la domination patriarcale, il y a la domination masculine en intersection finalement avec la domination adulte, puisque le patriarche, il domine à la fois la femme et les enfants. Même si évidemment, si on prend ce schéma plus large, la femme occupe une position un peu bizarre, un petit peu comme les femmes blanches dans le cadre de la plantation esclavagiste, qui occupent une espèce de position intersectionnelle qui est ni tout à fait dominée, ni tout à fait dominante, ce qui pose effectivement les questions que tu décrivais. Et puis après, peut-être juste pour finir, il y a la question évidemment que tu évoquais de, malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité de l'enfance vis-à-vis des femmes, puisque les femmes, il n'y a aucune raison naturelle, biologique, etc., de considérer qu'elles ne seraient pas capables de faire tout ce qu'on leur dit qu'elles ne sont pas capables de faire. Mais est-ce que dans le cas de l'enfance, il n'y a pas malgré tout un résidu? Et après, je trouvais que tu répondais quand même à cette interrogation de manière assez juste en disant que finalement, le problème de cette catégorie d'enfants, c'est qu'elle englobait des êtres humains entre 0 et 13 ans, 15 ans, 16 ans, bon, ça dépend évidemment des domaines légaux. Et que effectivement, si on peut se poser des questions sur le caractère naturel de la vulnérabilité, etc., jusqu'à 3 ans,
voire un petit peu plus tard, et il faudrait effectivement différencier les domaines, etc., etc. Clairement, pour des enfants entre guillemets de 15 ans, 16 ans, la donne est complètement différente. Qu'est-ce que tu penses, voilà, de ces trois manières un petit peu d'appréhender justement la domination adulte et notamment la domination adulte sexuelle? Et sur la question de l'analogie, je trouve que c'est une question qui est compliquée et qui est intéressante parce que effectivement, je crois que c'est Dorothée Ducy qui disait ça il y a peu de temps, qu'elle avait été frappée de se rendre compte de ce que tu décrivais, c'est-à-dire en fait dans le patriarcat il y a patriarche, et donc il y a cette idée quand même que bah oui, en fait on fait d'abord référence à cette figure du père en fait qui dans l'inceste est quelque chose d'assez central, même si c'est pas l'unique forme de l'inceste loin de là. Donc il y a quand même cette idée que finalement les femmes et les enfants, donc là c'est pas un rapport d'analogie, c'est vraiment un rapport d'alliance quoi. Les femmes et les enfants seraient tous les deux victimes en fait d'une domination patriarcale, et il y a eu historiquement une mise en lien des groupes femmes et des groupes enfants avec cette idée, les femmes et les enfants d'abord, et puis en fait le fait que effectivement historiquement les femmes étaient des mineurs juridiquement, et donc chez l'enfance il y a une forme de minorité qui serait naturelle, alors que les femmes seraient mineures symboliquement en fait. Elles sont pas vraiment mineures en âge, mais de fait en fait elles sont dépourvues de raison comme les enfants, et ça a été justifié par des philosophes comme Kant qui l'explicitent quoi, les différents types de minorités. Mais du coup voilà, on peut se dire de fait il y a des conditions matérielles qui sont à peu près semblables. Après, c'est ce que tu dis, en fait c'est des conditions quand même très différenciées, parce que la place de la femme dans une famille est quand même très différente de la place de l'enfant, et tu peux te demander si voilà la femme elle est quand même vectrice de cette domination d'âge, elle peut avoir un rôle dans certains types de violences, et puis voilà, elle a une position de pouvoir par rapport à l'enfant. Et après, là c'est plutôt une question en termes d'alliance à nouveau, il y a eu dans les mouvements féministes un refus aussi de lier forcément la femme à l'enfance, en tout cas le fait de dire il y a une injonction à la maternité, et cette injonction à la maternité elle nous pèse énormément. Et donc du coup, moi c'est quelque chose que je perçois régulièrement, le fait de dire on veut plus être amené à l'enfance, et donc du coup on veut plus faire alliance, alors même que en fait des petites filles, c'est des petites filles quoi. Enfin mais voilà, il y a cette idée quand même que les enfants, on a envie de les mettre un peu de côté. Et après il y a la question de l'analogie. Mais ça c'est encore une autre question, c'est-à-dire en termes théoriques, comment est-ce qu'on peut analyser? Est-ce que c'est une analogie qui est pertinente? Est-ce que en fait, parce que l'intersection est claire, est-ce que finalement la domination des adultes sur les enfants serait de même forme, ou en tout cas aurait des traits similaires? En tout cas, il y a deux points. Il y a le fait que, par exemple, les processus de minorisation, donc le fait de, par exemple, de considérer les femmes comme des mineurs, on pourrait se dire que c'est une structure analogique. Et en même temps, moi j'ai l'impression que on part de l'enfance, donc on part de cette idée de mineur, de l'enfant comme donc être infantile naturellement, et à partir de là on va servir de cette caractéristique pour dévaluer d'autres catégories dominées. Et en fait c'est un outil de racialisation, d'infantilisation, c'est-à-dire finalement par exemple les noirs ce serait comme des enfants, enfin Tintin au Congo c'est vraiment une description en fait les noirs comme catégorie de personnes qui seraient en fait dénuées de raison, mais comme en fait naïfs, et pour les femmes il y a eu aussi ce type de représentation, de dire en fait les femmes c'est comme des enfants, elles n'ont pas non plus de capacité de réflexion. Du coup, c'est pas vraiment une analogie dans ce cas-là, c'est plutôt un outil qui est complètement naturalisé pour l'enfance, et on n'arrive pas du tout, j'ai l'impression, à le remettre en cause, à dire mais non, mais en fait l'enfant, les traits qu'on lui prête, c'est en fait une construction sociale qu'il faut qu'on se doit d'interroger. Mais par contre, ça vaut pour d'autres types de domination. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai noté assez fortement. Et après, il y a une question qui est plus une question d'organisation de résistance politique, qui est assez compliquée, je trouve. C'est que en fait, si on part du champ militant universitaire, en fait, autant les études de genre, même si il y a eu évidemment énormément de critiques vis-à-vis d'une forme d'institutionnalisation, cette idée que il y avait des mouvements militants avec certaines féministes académiques qui étaient souvent blanches, bourgeoises, allaient en fait utiliser une production de savoir militant dans le champ académique, mais en tout cas quand même c'est porté par des personnes qui sont concernées quoi. Sinon, si ce n'est militant, mais en fait ça arrive fréquemment. Or pour les enfants, c'est une question qui est assez compliquée si on compare les deux constitutions du champ. Parce que en fait c'est une question qui est surtout portée par des adultes quoi. Vraiment en fait déjà il y a très peu de choses sur la domination adulte, mais quand c'est le cas, c'est une production de savoir très écrite, académique, complètement inaccessible aux adultes, enfin aux enfants, et si c'est accessible aux enfants sous d'autres formes, c'est-à-dire des brochures ou des types d'actions, c'est complètement occulté historiquement quoi. C'est-à-dire que
il y a certaines personnes qui disent voilà, il y a eu des grèves d'enfants contre des conditions de scolarisation, il y a des révoltes d'adolescentes dans des foyers pour le droit à la contraception. Enfin, en fait, il y a des mouvements protéiformes, mais la production théorique, elle est quand même détenue par les adultes, quoi. Et ça pose vraiment des questions, je trouve, en termes de... En tout cas, l'analogie tient mal pour ce qui concerne la production de savoir, quoi. Et en fait, c'est une anecdote, je sais pas si elle est drôle ou elle est inquiétante, mais moi, je me suis retrouvée comme ça, ça m'a vraiment frappée, à une journée d'études sur la domination des adultes sur les enfants. Donc, on n'était que des adultes, évidemment, à parler d'enfants. Enfin, ça pose vraiment, si on prend un peu une épistémologie située, ça pose quand même des gros problèmes, quoi. Même si, en fait, c'est très compliqué parce que les adultes sont d'anciens enfants, ce qui n'est pas du tout le cas de la domination patriarcale, en fait. Je veux dire, c'est pas une structure nécessaire, quoi. Alors qu'en fait, tout adulte a été enfant. C'est quand même des questions compliquées de comment des dominants... Moi, je trouve que c'est assez fascinant en termes de... c'est un type de rapport de pouvoir qui est complètement spécifique, quoi. Mais en tout cas, on se retrouvait entre adultes, comme d'habitude, pour parler de ces questions. Et en fait, il y a des enfants, je pense des enfants d'une des personnes qui nous écoutaient, qui sont venus, qui étaient assez jeunes, et en fait, qui faisaient un peu de bruit, qui parlaient, qui jouaient... et en fait, on était presque dérangés. Il y avait un peu cet aspect de... ah non, mais là, par contre, on a du mal à s'entendre. Et du coup, moi, je me suis dit, il y a quand même une absurdité, en fait, de ce qu'on crée. C'est des outils qui sont pas du tout accessibles aux enfants. Les articles qu'on publie ou les livres qui peuvent être écrits. Plus généralement, on est assez mal à l'aise que des enfants interviennent, quoi, pour différentes questions. Et moi, je trouve que là, il y a un gros souci, quoi. Et c'est quelque chose, même moi, je veux dire, c'est quelque chose que jamais je me permettrais ou je trouverais inadmissible, quoi, dans un militantisme féministe. Alors que là, je me dis... Oui, je sais pas trop. Ça pose des questions, mais comment est-ce qu'on peut faire différemment, etc. Ça pose, des problèmes vraiment compliqués, quoi. Non, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Je pense que l'analogie, comme d'habitude, elle a des vertus, comme par exemple la manière dont Colette Guillaumin ou d'autres féministes matérialistes ont pu essayer de comprendre le sexisme à partir du racisme, ou inversement d'ailleurs. Mais en même temps, effectivement, il y a des différences fondamentales entre le sexisme et le racisme, malgré certaines analogies sur le fait que c'est basé sur une naturalisation, contrairement à la domination de classe, qui est moins basée sur une naturalisation. Mais effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très compliqué de dénaturaliser complètement l'enfance, ou disons, dans la même extension que la soi-disant féminité, parce que je pense que dans le contexte du 19e siècle, on aurait beaucoup de mal à dénaturaliser la féminité, entre guillemets, puisque précisément, tout ce qu'on verrait autour, disons la base matérielle visible de la société, ce serait effectivement des femmes dépendantes, des femmes illettrées, etc., etc. Alors on verrait des contre-exemples, etc., etc. Donc effectivement, on pourrait déjà suggérer le fait que la société pourrait être autrement, mais on a aujourd'hui quand même beaucoup plus de facilité à penser, à dénaturaliser justement le genre et le patriarcat du fait que on a des contre-exemples visibles, et effectivement déjà d'une structure sociale qui, dans certains pays, dans certains milieux, etc., il faut mettre beaucoup de précautions avec ça, mais qui est déjà un petit peu modifié par rapport au patriarcat du code napoléonien du début du 19e siècle. Alors que finalement, pour la question de l'enfance, il n'y a pas vraiment eu... il y a eu quelques petites avancées, mais la base matérielle finalement de la domination adulte n'a pas fondamentalement changé depuis le début du 19e siècle. Sur certains aspects évidemment, sur le fait par exemple que le travail des enfants est interdit, mais d'un autre côté, ça fait que du coup les enfants... s'ils sont plus exploités dans le cadre du mode de production domestique, comme dit Christine Delphi, ou dans le cadre des usines, des mines, certes, chouette, mais d'un autre côté, ça a permis une dissociation encore plus forte de l'enfance, comme le domaine, comme tu disais, du jeu, de l'innocence, etc., etc. Et puis aussi, ça a renforcé la dépendance économique, qui au moins aurait pu cesser à un moment, puisqu'on sait que les enfants, en fait, ils touchaient pas leur salaire, évidemment, comme les femmes, d'ailleurs, très souvent ne touchaient pas leur salaire. Et c'est un droit seulement qui a été acquis au début du XXe siècle en France, le droit de disposer de son salaire, qui soit pas remis directement à son mari. Mais disons que le fait est que, effectivement, aujourd'hui, les enfants auraient du mal à faire la démonstration, justement, du fait qu'ils ne sont pas ceux qu'on pense qu'ils sont, puisque précisément toute la société concourt à ce qu'ils soient comme ils sont. Et donc effectivement, on leur donne pas les outils pour être indépendants économiquement ou pour être capable de lire des articles. Donc c'est une question hyper compliquée et qui
pose des questions effectivement aussi, non seulement en termes analytiques, mais aussi en termes de stratégie, puisqu'effectivement, comment mobiliser un groupe social alors que tout a été fait justement pour qu'ils ne se mobilisent pas politiquement, puisqu'ils ont été dépolitisés radicalement, quoi. Peut-être que là-dessus, des analogies avec les débuts du féminisme pourraient être intéressantes, mais bon, c'est très compliqué, quoi. En fait, j'ai l'impression que, par rapport à ce que tu dis sur les femmes du 19e, il y a quand même beaucoup de travaux historiques qui disent, en vrai, il y a une occultation de mouvements féministes ou de figures de femmes. Mais effectivement, il y avait des conditions économiques, juridiques qui rendaient les femmes, qui rendaient l'accès, par exemple, aux champs de production de savoir beaucoup plus compliqué. Après, il y a aussi un travail d'occultation. Il y a les deux en même temps, bon, c'est compliqué. Et par rapport à l'enfance, j'ai l'impression que, de fait, il y a une transformation énorme de la perception de l'enfance, mais justement qui va dans le sens d'un petit être fragile. C'est-à-dire que avant, des historiens comme Arias, donc qui sont très contestés, et voilà, dans le champ historiographique, il y a beaucoup de débats sur l'ouvrage qu'il a produit qui s'appelle L'enfance dans l'ancien régime, où il dit qu'en fait il y a une invention de l'enfance, c'est-à-dire que l'enfance n'existait pas avant l'ancien régime et que finalement il y a eu un moment où on a découvert l'enfance, quoi. Et donc avec notamment la séparation de classes d'âge, quoi. C'est-à-dire en fait l'enfant doit être mis à l'écart, il y a le monde des adultes, le monde des enfants, avec une constitution, c'est assez frappant, mais très très nette entre d'un âge, d'une année à un autre, quoi. Donc il y a une construction sociale de l'âge à l'école, avec les différentes classes qui vont construire différents niveaux et différents rapports de pouvoir, en fait, puisque quand on passe, quand on est au CM2, on est les grands de l'école et on est doté d'un certain capital symbolique, et puis après on arrive au collège où on redevient les petits, les minables, donc on construit l'enfance et on rend très difficile aussi, je pense, des stratégies entre enfants, puisqu'on divise complètement les enfants. Et par rapport à cette idée que les enfants n'ont pas accès à tout un tas de production de savoir. Mais déjà, j'ai l'impression que la production de savoir, elle passe parfois par un rapport à l'écrit très fort, mais qui pose en fait des questions de classe aussi. Et je veux dire, c'est pris en compte dans les mouvements militants de se dire le fait qu'il y ait une omniprésence de l'écrit, ça va rendre très difficile l'accès à une mobilisation pour tout un tas d'autres personnes. Mais c'est clair que si on pense que la stratégie, ça va être de passer par des articles et des livres, ça va pas marcher. De toute façon, si on pense que la stratégie, c'est aux adultes, on revient aux adultes, ça va être compliqué. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a aussi une très grande difficulté dans la perception de l'enfance actuelle, où en fait, le prisme qu'on prend, et en fait, je trouve ça assez frappant, même en philosophie actuellement, c'est une forme de psychologie du développement. Et ça, pour le coup, ça remonte à la fin du 19e, au début du 20e, et la figure de Piaget, elle revient tout le temps. Alors que c'est, quelqu'un qui est assez ancien par rapport à d'autres types d'écrits, mais en philosophie, à chaque fois qu'on essaye je trouve ça assez faux, de justifier en fait les rapports éducatifs, eh bien on mobilise Piaget. Et en fait, l'idée, c'est de dire, en fait, l'humain est fondé sur un développement. C'est-à-dire que il y a une figure un peu triangulaire, donc on passe du nourrisson qui est un stade inférieur du développement, et puis on monte petit à petit vers l'âge adulte qui est le stade normal et achevé, et après il y a la vieillesse et c'est un stade de décrépitude, etc. Et l'enfant, du coup, toute la manière dont on va vouloir l'étudier, finalement, ça va être à travers ce prisme-là, c'est-à-dire que ça soit dans le domaine du développement physique ou du développement psychologique ou moral, on va penser que l'enfant, avec le concept de stade qui est très mobilisé, l'enfant passerait par différents stades, donc je sais pas, on le retrouve chez Freud, mais chez Piaget c'est très important aussi, passe différents stades qui sont des stades en fait d'immaturité, d'imperfection, et puis on arrive à un développement rationnel, une capacité de calculer, de penser, et ça en fait c'est vraiment un mouvement qui est apparu au 19e et qui a tendu en fait à normaliser l'enfance, c'est-à-dire à penser que on arriverait à une meilleure compréhension de l'enfance si on pensait justement à une différenciation entre des âges, des stades. Donc, je sais pas, un exemple qui est assez marquant, c'est les courbes de croissance qu'on a dans nos carnets de santé, quoi. Avec on est à un certain stade de croissance et puis on va arriver à l'âge adulte, mais finalement on est inachevé là-dedans. Et en fait, j'ai l'impression que les travaux en psychologie de développement sont tout le temps, en fait, étudient tout le temps l'enfance sous ce prisme. C'est-à-dire, et en fait, ce qui intéresse les gens dans ce type de travaux, c'est comment on devient adulte. Mais jamais l'enfance, en fait, jamais ce que c'est qu'être enfant, jamais. Et en philosophie, c'est assez impressionnant la manière dont ces types de travaux sont utilisés pour justifier un traitement politique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai étudié un petit peu chez des auteurs comme Rawls, par exemple,
ou Philippe Petit, donc des auteurs qui sont des auteurs contemporains en philosophie politique, la manière dont ils vont justifier le traitement des enfants dans la société, c'est quelque chose d'un peu dérangeant quand même. Enfin, si on prend le problème de manière frontale, on se dit, en fait, faudrait quand même justifier le fait que les enfants sont privés d'un énorme ensemble de droits. Après, on peut dire que c'est de la protection, mais il faudrait le justifier en tout cas en amont. Et en fait, ce que vont dire ces auteurs, c'est toujours le même type de raisonnement et qui est fondé en fait sur une pensée développementaliste et une projection dans le futur. C'est de dire, mais en fait, c'est pas de la domination parce que certes, il y a des inégalités de traitement, ça c'est clair, on est d'accord là-dessus. Mais par contre, c'est justifié par le fait que l'enfant serait incapable de survivre autrement et surtout, l'enfant a besoin d'être amené au stade de citoyen. Et du coup, le raisonnement, c'est de dire, certes, les enfants peuvent pas consentir. Là, si on demande aux enfants, ils n'ont pas de raison et du coup, ils pourraient pas dire oui. Mais par contre, si on demande aux adultes, donc aux anciens enfants, ils trouveraient ça complètement raisonnable. Le fait que les enfants soient éduqués, Et du coup, il y a quelque chose que je trouve complètement absurde, c'est-à-dire qu'on demande aux personnes qui sont devenues dominantes de justifier le traitement qu'elles ont reçu quand elles étaient dominées. Et en fait, effectivement, je pense que j'ai pas du tout fait le test et je le ferai pas, mais je pense que si on demande à tout un ensemble d'adultes, il y aurait une manière effectivement assez rapide de justifier le traitement qu'on fait aux enfants. On peut dire mais oui, c'est de l'éducation, c'est normal évidemment, l'enfant sinon pourrait pas. Et c'est peut-être lié d'ailleurs au fait que eux-mêmes étant enfants ont été construits comme incapables, ignorants, etc., etc. Et du coup ils se disent bon, j'ai eu besoin en fait des adultes pour me tirer progressivement de mon état d'enfance. J'y vois un peu une analogie avec voilà toute la théorie des stades de l'humanité, de l'enfance à l'adulte et aussi les stades dans la pensée coloniale et raciste, et où finalement la figure de l'enfance, si je peux me permettre de cette analogie, aussi entre finalement le bon sauvage qui peut être assimilé, donc plutôt la politique assimilationniste, mais l'assimilation ça va prendre du temps, on va pas vous donner les droits tout de suite, donc qui était un peu le discours voilà de la pensée raciste et coloniale française de vous serez des Français comme les autres, mais d'abord il va falloir voilà se développer. Et d'un autre côté l'altérisation, c'est-à-dire il faut les laisser où ils sont, les laisser dans leur culture, dans leur primitivité, etc., qui était elle-même construit social de la pensée coloniale et parfois même de la colonisation, type voilà la politique de l'Afrique du Sud avec les Bantoustans. Et finalement on a l'impression qu'elle dans cette figure de l'enfance, elle n'est pensée que comme l'autre radicalement différent, voilà, qu'on met sur un piédestal, mais qui finalement, du fait qu'il est mis sur un piédestal, en fait finalement qu'on prive de droits, puisqu'on l'exclut de la société politique, soi-disant c'est génial et tout, parce que lui, justement, il joue, c'est l'homo ludens, etc. Et puis d'un autre côté, c'est un futur adulte, donc il faut qu'il aille à l'école, qu'il se conforme à un modèle de futur citoyen, qu'il devienne petit à petit un adulte, mais voilà, selon des critères adultes et sans avoir les droits qui découlent du fait qu'il va devenir un adulte. Enfin, en même temps, c'est une analogie et en même temps, effectivement, il y a cette spécificité que voilà, les deux jouent à fond en même temps dans le cas de la domination adulte. L'un ne va pas sans l'autre, quoi. Bon, tout d'abord pour le premier point, moi je trouve que c'est assez frappant. Effectivement, il y a tout un discours, mais en fait qui utilise une métaphore infantile sur les pays en voie de développement et cette figure de développement, des peuples qui seraient primitifs, et on en revient vraiment à cette idée que finalement il y aurait en fait un développement qui serait positif, quoi, et que certaines personnes soit sont pas encore au bon stade du développement, soit ont pris carrément un mauvais développement, etc. Et en fait, moi j'ai l'impression que pour l'enfant c'est pareil, c'est-à-dire que on a un regard en philosophie, je trouve, c'est ma discipline, mais je trouve ça assez frappant la manière dont on traite l'enfance, c'est-à-dire donc de manière complètement apolitique, on ne traite jamais l'enfance en théorie politique. Donc il y a ces deux pôles un peu que tu décrivais, soit de grande valorisation de l'enfance, avec cette idée, Deleuze en fait partie, je trouve, mais avec cette idée que l'enfance, on trouverait dans l'enfance un potentiel de révolte, que finalement l'enfant serait hors norme, cette idée que finalement les enfants c'est ceux qui sont les plus libres parce qu'ils n'ont pas encore été socialisés, tandis que les adultes ils croulent sous tout un ensemble de normes, ils sont incapables d'aller vers une forme de nouveauté, etc. Il y a vraiment cette figure de l'enfant comme joueur, comme curieux. Et le comité invisible, notamment, joue là-dessus. Il y a un chapitre, je pense que c'est dans À nos amis, où c'est l'enfance, notre seule patrie, ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, il y a une espèce de mythification de la figure de l'enfant
effectivement dans une partie du gauchisme. Mais en fait, sur les questions de sexualité, on en revient aussi là-dessus, puisqu'il y a cette idée que l'enfant, et donc c'est des relectures plus ou moins hétérodoxes de Freud, mais de dire finalement l'enfant c'est un pervers polymorphe, et du coup, il y a certains mouvements, notamment gays, qui ont pu se dire, en fait, on trouve dans l'enfance la promesse d'une libération de la sexualité, qui serait plus une sexualité génitale ou anale, ennuyeuse, etc. Mais au contraire, qu'il y aurait tout un ensemble de possibles, que l'enfance, parce que le pervers polymorphe, c'est ça pour Freud, c'est on peut érotiser la peau des zones qui sont donc érogènes, mais qui sont pas directement génitales. Et du coup, effectivement, il y a ça. Donc en fait, on se demande, c'est assez surprenant pour moi, mais on va chercher dans l'enfance un ensemble de traits qu'on valorise, donc la révolte, la révolution, l'hors norme, mais en fait ce qui est complètement essentialisant, c'est-à-dire que c'est comme si on valorisait la féminité pour sa sensibilité, quelque chose qui a été assez traditionnel et qui est pour moi complètement dangereux, quoi. Et sinon il y a l'autre pôle dépréciatif qui serait au contraire les enfants comme donc il y a cette figure un peu du jeune, quoi, du jeune racisé qui va tout détruire parce que justement ça serait le rebelle mais destructeur, quoi, qui serait pas capable de s'intégrer, qui en fait serait pas inséré dans les normes sociales et qui pourrait faire exploser le système. Et chez Freud, il y a cette idée qui revient à plusieurs reprises, quoi, avec cette idée que finalement donc cette analyse sur la barbarie nazie, comme il l'appelle, c'est finalement les nazis, c'est un processus, c'est un retour en fait à un stade infantile de développement, parce que la culture, ça serait ce processus d'acquisition de normes, et en fait il y a une éruption de l'enfant en fait d'une certaine manière, quoi. Mais en fait pour moi le problème dans ces deux manières de penser, c'est que ces deux manières de penser complètement métaphoriques, c'est qu'on s'empêche complètement d'en revenir à une analyse matérielle de ce que c'est que l'enfant, quoi. En fait il y a pas je vois pas d'intérêt. En fait, moi, si c'est pour penser une sexualité adulte hors norme, je peux très bien le faire sans avoir besoin de recourir à l'enfance. Je pense qu'on est tout à fait capable de le faire. Et c'est pareil pour penser en fait des éléments négatifs ou destructeurs dans l'histoire. Je pense pas non plus que l'enfant soit. Mais du coup, j'ai l'impression que ça rend très très compliqué le fait de se pencher sérieusement et de se dire qu'est-ce qui se produit de fait, quoi, quand on est enfant, de sortir du mythe, en fait. Oui, et justement par rapport à cette analyse matérialiste, on oublie que finalement, si on voulait vraiment faire des enfants des adultes dans une perspective qui serait pas celle de la domination adulte, mais qui serait celle plutôt d'une espèce d'universalisation entre guillemets des droits des adultes, eh bien ça ne peut se faire que justement en donnant aux enfants, disons, les mêmes bases matérielles qui permettent aux adultes d'être, entre guillemets, indépendants, disons au moins indépendants entre eux, en faisant abstraction de tous les rapports de domination, évidemment, qui existent entre adultes, c'est-à-dire l'indépendance économique. Donc on pourrait très bien imaginer par rapport à ça, dans le cadre de la société capitaliste, parce qu'évidemment, il faudrait le dépasser, mais disons un revenu de base pour les enfants, ou disons donner aux enfants les capacités matérielles, justement, d'être des êtres qui bénéficient justement des mêmes capacités d'indépendance que les adultes, mais évidemment dans le cadre de la domination adulte, probablement même dans le cadre de la domination capitaliste, évidemment c'est pas quelque chose qui est faisable. Je me demandais aussi, justement dans une analyse un peu intersectionnelle, est-ce que finalement la domination adulte ne se perpétue pas aussi parce que même si évidemment elle a son autonomie propre et sa spécificité en tant que système de domination, puisqu'elle confère évidemment des privilèges aux adultes par rapport aux enfants, ne serait-ce qu'en termes de possibilité d'expression de la violence physique, jusqu'à très récemment, puis en termes symboliques, etc., etc. Je me disais que effectivement, peut-être que au-delà justement de cette domination adulte qui est fonctionnelle entre guillemets pour elle-même, c'est-à-dire pour les adultes, en tant que privilégié et dominant de ce système, est-ce que en plus le système de domination adulte ne se perpétue pas aussi parce que justement en intersection avec la domination étatique, avec la domination capitaliste, avec la domination patriarcale, il présente un certain nombre d'avantages. Donc si je prends l'exemple de la domination capitaliste, le fait d'insérer les enfants dans un système de classe d'âge, d'apprentissage et tout ça, qui ne vise pas l'autonomie, mais qui vise simplement à la spécialisation sur le marché du travail, évidemment c'est un avantage. Le fait de les infantiliser, ça les force aussi à écouter et à apprendre d'une manière directionnelle pour s'insérer dans le cadre du marché du travail. Dans le cadre de la domination patriarcale, on en a déjà beaucoup parlé, et puis dans le cadre de la domination étatique, évidemment, on voit une espèce d'analogie,
qu'on peut faire d'un point de vue anarchiste entre voilà, l'infantilisation justement des enfants, le paternalisme, le fait qu'on doit tout attendre de l'État et des institutions qui lui sont afférentes, c'est-à-dire l'école, le droit, etc., qui est particulièrement forte dans le cas des enfants et puis qui ensuite est plus générale dans le cas des adultes qui, eux aussi, s'attendent toujours à devoir dépendre justement de l'État et de ses institutions. Ouais, c'est intéressant. Enfin, je trouve que ce dont tu parlais un petit peu avant, en fait, des stratégies de symétrisation, un peu, c'est une expression de Pierre Verdrager, mais de symétrisation adulte-enfant, où en fait, on se dit, et moi, c'est une question que je trouve compliquée à penser, c'est-à-dire que finalement, si on pense à la domination adulte, est-ce qu'une des stratégies de résistance et d'émancipation, ça serait de se dire, eh bien, on devrait considérer que les enfants devraient atteindre exactement le même statut ou le même ensemble de droits que les adultes. Et ça a été des stratégies qui ont été assez présentes finalement dans certains mouvements anti-autoritaires ou dans certains mouvements gays d'extrême gauche, où il y avait cette idée que finalement, là où on devrait aller, c'est de dire, sachant qu'il y a domination adulte, on doit considérer que l'enfant est une personne comme une autre, qui a complètement les mêmes capacités que les autres. Et donc, à partir de là, l'enfant est capable de prendre des décisions pour soi et en fait de décider pour soi-même. Et en fait, ça, c'est une question que je trouve assez compliquée. C'est-à-dire que, mais bien sûr que si on vivait dans un monde imaginaire qui n'existe pas, eh bien, ça serait évidemment positif que les enfants aient un accès à tout un ensemble de droits. Il y a des personnes qui disent, je trouve ça intéressant, qui disent, mais en fait, il y a des droits que peut-être les enfants n'utiliseraient pas. Mais c'est pas pour ça qu'on doit les en priver. Enfin, c'est tout à fait possible de se dire, je sais pas, bon, si on prend le droit de vote, après, voilà, le droit de vote, on est d'accord sur le fait que c'est pas forcément le droit qu'on promeut le plus. Enfin, en tout cas, il y aura d'autres manières politiques d'agir, mais sur le droit de vote, on pourrait tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont réagir en disant, mais voilà, comment ça serait possible pour un enfant de prendre une décision politique, de voter pour qui que ce soit. Mais en fait, on pourrait se dire, en fait, l'enfant pourrait avoir ce droit et l'exercerait quand il ou elle s'en sentirait capable. C'est pas forcément un problème. Mais par contre, je pense que le fait est qu'on vit absolument pas dans ce monde-là. Et donc, du coup, moi, je le pense pas du tout en termes juridiques. Enfin, c'est encore un autre type de réflexion que moi, je formule pas forcément en ces termes. Mais par contre, je pense que c'est assez dangereux de dire, eh bien non, l'enfant est un adulte comme un autre. Parce qu'en fait, c'est une stratégie qui va invisibiliser complètement le rapport de pouvoir. C'est-à-dire de dire, finalement... Mais en fait, et c'est une analyse libérale en fait des rapports de domination, c'est-à-dire, enfin, qui en fait exclut les rapports de domination, c'est-à-dire de dire, bien non, finalement, ce à quoi on devrait en revenir, c'est cet atome en fait de l'individu qui est capable d'effectuer un choix éclairé si les conditions sont mises en place. Or, en fait, j'ai l'impression que c'est une manière de penser qui évacue complètement la dimension de pouvoir. C'est-à-dire que en fait, c'est du consentement qui se formulerait entre deux individus. Et donc cette alternative qui est un peu simpliste entre violence et consentement, avec cette idée que voilà, d'un côté il y a la violence, c'est mal, et d'autre côté il y a un rapport contractuel possible, ou en tout cas des choix possibles. Or en fait, le fait est que on vit pas dans un monde où les rapports de domination n'existent pas, et donc du coup ça pose des questions extrêmement compliquées. Et tu l'avais un petit peu évoqué en début d'émission, mais c'est une question qui s'est posée en tout cas dans le cadre de certains mouvements pédophiles d'extrême gauche, où il y avait en fait cette idée que mais si l'enfant peut dire oui. Et en fait on se retrouve avec des personnes comme Foucault qui dans une émission radiophonique qui s'appelle La loi de la pudeur nous dit mais bien sûr que si, en fait l'enfant est capable de choisir, ça serait l'infantiliser que de pas le reconnaître. On peut faire confiance, donc il dit encore une fois, on peut faire confiance à l'enfant pour dire si oui ou non il a subi une violence, et donc à partir de là on évacue complètement le fait que non, en fait les conditions matérielles sont pas du tout là en fait. Et c'est ce que je disais sur le non-accès à tout un ensemble de savoirs en fait sur la sexualité. Enfin, comment est-ce qu'on peut penser que l'enfant consentirait si on lui a même pas parlé de ce domaine-là? En fait, ça me paraît impossible, quoi. Enfin, comment est-ce que quelqu'un peut consentir alors qu'il sait pas ce qui lui arrive? Et du coup, voilà, j'ai l'impression que les stratégies de libération sont assez compliquées. Et en fait, peut-être une des clés, c'est de se dire que, et on en revient un peu à la question précédente, c'est qu'en fait, c'est des adultes qui ont pensé ces stratégies-là. Enfin, c'est des adultes qui essaient d'émanciper des enfants, qui essaient de les libérer. Donc il y a tout ce discours sur la libération sexuelle, on va libérer les enfants, qui sont en fait, enfin c'est assez surprenant, c'est ce que dit Éric Fassin à propos de Foucault, mais c'est assez surprenant parce qu'en plus ça reprend une hypothèse
répressive, alors que Foucault c'est justement quelqu'un qui s'opposait à ce type d'hypothèse, mais de dire en fait il y a une sexualité de l'enfant, donc ça Freud l'a dit, tout le monde est d'accord, etc., et on la réprime à travers tout un ensemble de lois qui sont en fait des lois problématiques. Donc je sais pas, enfin Foucault avait vraiment un discours sur le viol notamment qui était assez surprenant, quoi, de dire il n'y a pas de différence entre le viol et la violence, etc. Foucault s'opposait complètement au fait de légiférer sur la sexualité, donc et était en conflit fort avec certaines féministes qui trouvaient que voilà, il avait une analyse assez peu pertinente, quoi, de ce que c'était que les violences sexuelles. Et donc du coup voilà, il y a ce processus qui est réprimé, il faudrait le libérer, alors qu'en fait pour vouloir être plus Foucaldienne que Foucault, non, en fait les discours qui disent faudrait libérer des enfants d'une répression sociale, en fait c'est des discours qui émanent de certains adultes qui, après bon voilà, faut exclure, je pense, parce qu'il y avait des adultes qui avaient une volonté d'avoir des rapports sexuels avec des enfants qui les justifiaient, puis il y avait aussi des personnes qui en fait étaient positionnées en tant que dominants dans ce champ-là et qui produisaient ces discours. Mais moi je suis assez réticente face à ce type d'analyse, quoi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement on en revient à justement une analyse matérialiste de la question adulte, parce que finalement le problème gigantesque finalement des positions du parti de l'extrême gauche française dans les années 70, qui justement encourageait ce que nous on appelle pédophilie, c'est-à-dire des rapports sexuels entre enfants et adultes qui sont considérés par la loi comme étant automatiquement non consentis. Eux, ils disaient il n'y a pas de raison pourquoi est-ce que les enfants ne pourraient pas consentir. Le problème, c'est que, comme tu disais, ils font abstraction des conditions matérielles qui permettraient aux enfants de consentir. Or, ces conditions matérielles ne sont clairement pas réunies. Déjà, pour les femmes, elles sont parfois, assez souvent même d'ailleurs, pas réunies. Et finalement, on tombe dans une position, ce qui est bizarre pour une extrême gauche qui était quand même très largement marxiste dans les années 70, dans une position complètement idéaliste, où il suffit en fait comme critique Marx au début de l'idéologie allemande, en se moquant des idéalistes allemands, comme s'il suffisait de changer les idées dans les têtes pour que un monde nouveau advienne, alors qu'en réalité, clairement, ce monde nouveau, les conditions matérielles, disons, de ce monde nouveau, où éventuellement les enfants pourraient consentir, entre guillemets, à des relations sexuelles avec les adultes, ces conditions matérielles, clairement, elles n'existent pas, elles sont très très loin d'exister, et du coup, finalement, à travers cette position idéaliste que tu as justement qualifiée de libérale, on tombe sur un discours qui finalement, un petit peu comme le color blind, le race blind, le fait de dire non mais il n'y a pas de genre, il n'y a pas de race, on est tous égaux et coups, qui reconduit la domination sous une autre forme. Puisque finalement, en niant l'existence de cette domination et en faisant comme si on était un monde de joyeux individus disposant de notre libre arbitre dans des conditions matérielles complètement abstraites, et bien finalement on reconduit la domination, on la renforce, on la justifie, et qu'effectivement c'est un problème fondamental dans cette extrême gauche des années 70, qui en plus a fourni une justification entre guillemets plus sophistiquée que des discours pédophiles plus classiques, qui étaient peut-être plus faciles à réfuter. Là pour le coup ça a quand même, ça a créé une espèce de doute dans l'extrême gauche jusqu'à aujourd'hui encore, qui est extrêmement nocif, qui est important à dénoncer, justement à partir d'une position matérialiste. Voilà, aujourd'hui, le fait de même pas pouvoir porter plainte, le fait que la parole d'un enfant est dévaluée dans un tribunal, le fait de ne pas disposer d'indépendance économique, parce que déjà là on parle de pédophilie en dehors de la famille, mais alors dans le cadre de la famille, la dépendance elle est totale, et là il n'y a aucun échappatoire pour l'enfant. Donc tant qu'on est dans cette situation, tant qu'on est dans cette forme de domination adulte où les adultes bénéficient d'un certain nombre de privilèges et d'une impunité aussi, il faut bien le dire, parce que très souvent l'inceste et la pédophilie est quand même peu réprimé, sauf évidemment, comme dans le cas des viols, lorsqu'il s'agit d'un inconnu, migrant, de classe populaire, etc., etc. Tant que, disons, on n'a pas mis fin aux conditions matérielles de la domination adulte et de cette spécificité de l'enfance, tous les discours, effectivement, de type extrême gauche, qui font comme si l'enfance, justement, n'existait pas en tant que statut de dominé et de minoration, comme tu dis, enfin de mineur, effectivement, c'est une espèce d'idéalisme hyper dangereux, en fait, qui reconduit la domination. Mais plusieurs points, juste pour rebondir directement sur la question des rapports de race. Je sais pas quoi en faire, mais de ce que j'ai compris, en fait, après je crois que c'est des chiffres qui viennent surtout des États-Unis, mais en fait en prison, les personnes qui sont condamnées pour viol, agression sexuelle sur mineur, c'est une population très blanche, en fait. C'est vraiment, il y a un profil comme ça, très blanc. Je sais pas exactement ce qu'on peut en déduire sur, qui sont les personnes qui condamnent et pourquoi. Et deuxième élément, je trouve que c'est quand même vraiment important d'en parler.
où là j'ai plus de trucs à en dire de manière positive, c'est que la catégorie de race, elle est quand même très importante pour comprendre la vision qu'on a de l'enfance, parce que pour le coup, je disais qu'il y a une construction de l'enfance comme vulnérable, mais en fait, c'est vraiment pas du tout le cas. Et en fait, il y a différents crimes raciaux aux États-Unis qui nous l'ont montré. C'est pas le cas de jeunes racisés, notamment de jeunes noirs racisés. Oui, c'est assez, frappant, quoi, le fait que à chaque fois, ce qui revient dans les discours finalement des policiers, c'est de dire je percevais l'individu qui était en fait non armé, etc., comme une menace, et surtout le fait que l'âge des personnes qui ont été tuées est complètement surévalué. Hein, avec un jeune enfant, on va dire que c'est un adolescent de 16 ans. Donc il y a une construction raciale qui est quand même très forte de l'innocence enfantine. Enfin, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter. Enfin, moi, je sais que j'ai eu tendance à complètement l'occulter parce que je suis blanche sûrement, et après, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment quelque chose qui importe, quoi. Et puis, il y a aussi une question de classe par rapport à ça, puisque, par exemple, la thèse d'Ariès, le gros problème, enfin, un des problèmes, disons, de la thèse d'Ariès sur l'invention de l'enfance, c'est qu'en fait, il se focalise sur l'aristocratie et la bourgeoisie, et que finalement, les enfants, entre guillemets, des classes populaires ne deviennent tels, hein, disons, comme catégorie dissociée avec une dimension un minimum positive, paternaliste, de protection, etc., que à la fin du 19e siècle, avec les lois qui interdisent le travail des enfants, et plus encore après la Seconde Guerre mondiale, avec l'urbanisation, donc les enfants qui sont moins assignés au travail agricole, puis la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans. Et voilà, du coup, effectivement, c'est clair que, effectivement, voilà, l'enfant, c'est une espèce de tout homogénéisé qu'il faut effectivement faire une analyse intersectionnelle. C'est pas la même chose en termes à la fois de perception et de réalité, en fonction de la classe, du genre, de la race, et puis aussi même de la période historique, puisqu'on on décrivait un peu les différences, voilà, en termes de période historique. Oui, en fait, c'est clair que la variable de classe, elle est extrêmement importante, parce qu'il y a cette idée, c'est au croisement de la race évidemment, mais il y a cette idée que il y a une jeunesse délinquante qui est quand même la jeunesse de qui vient de classe populaire, en fait. Enfin, et ça a été un des discours permanents. En fait, j'ai l'impression que il y a une catégorie, enfin moi c'est quelque chose que j'étudie peu, mais que je trouve assez central. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a un lien à faire avec la manière dont on considère les animaux. Il y a la catégorie de mignons qui est surinvestie pour l'enfance. Donc avec vraiment ce truc que moi je trouve ça complètement délirant de vidéos de jeunes enfants qui sont couplés parfois avec des chatons ou des chiens, et les gens vont avoir regarder ces vidéos pour avoir justement une sensation d'insouciance, de mignonnerie. Et en fait, qui sont les enfants mignons, par contre, effectivement, c'est très 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 marqué socialement, quoi, en termes de race, de classe et de genre, quoi. Mais par contre, je trouve que cette catégorie, elle est intéressante, quoi. Comment on va dépolitiser le problème et faire abstraction de la violence avec cette idée que il y aurait quelque chose de reposant presque dans le fait d'être avec des enfants. Oui, et c'est un mécanisme qu'on retrouve parfois par analogie avec les femmes, du type avec le discours "She's beautiful when she's hungry", ou effectivement une espèce de suresthétisation avec tout un tas de vocabulaire positif entre guillemets qui en réalité reconduit la domination. Et je voulais réagir par rapport à effectivement la différence en termes de classe, parce que effectivement autant les mineurs sont privés d'un certain nombre de droits jusqu'à 18 ans, autant par contre maintenant en France à partir de 13 ans ils ont le droit d'aller en prison. Ils sont responsables de ce qu'ils font pénalement à partir de 13 ans, sachant que ce sont des illégalismes qui touchaient exclusivement les classes populaires. On n'a jamais condamné d'enfants de 13 ans qui avaient fait de l'optimisation fiscale, de la fraude fiscale. Donc on voit comment est-ce que finalement, comme tu disais, c'est aussi modulé en fonction du genre. Parce que effectivement, on considère que les enfants des classes populaires à partir de 13 ans, ils sont responsables de ce qu'ils font. Alors que par contre, ils sont censés être irresponsables politiquement, incapables de mettre un bulletin de vote jusqu'à 18 ans. Donc on voit qu'il y a aussi des incohérences un petit peu des incohérences supposées, disons, dans l'idéologie, de la domination adulte, qui en réalité s'expliquent par ces différences de race, de classe, de genre, etc., etc. Mais oui, ça pose des questions compliquées, ces différentes majorités, si on s'intéresse du coup au domaine juridique. En fait, d'après ce que j'ai compris, par exemple, le fait d'être majeur civilement, c'est pas accompagné forcément dans tout un ensemble de pays du droit de vote. Par exemple, c'est le cas en France, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est majeur, on obtient le droit de vote, mais en fait, il y a des pays où il y a une différence assez nette en termes d'âge. Et après, il y a cette question de, effectivement, quand est-ce qu'on est majeur pénalement, quand est-ce qu'on peut être condamné. Et il y a la troisième question, et donc là, il y a effectivement des discours stratégiques sur
En même temps, on pense que les enfants sont complètement irresponsables et en même temps, quand il s'agit de condamner certaines personnes, tout d'un coup, ils deviennent tout à fait assez grands. Et il y a aussi cette dernière question qui est celle de la majorité sexuelle. Où là, du coup, il y a une différence en fait en France de plusieurs années entre la majorité civile et la majorité sexuelle. Il y avait des différences entre les personnes hétéros et gays, en fait, surtout. Enfin, on avait vraiment un différentiel net qui a duré, qui était présent sous Vichy, avec vraiment 15 ans pour les hétéros et pour les gays, bon, les lesbiennes, comme d'habitude, sont absentes, mais qui était à 21 ans en fait la majorité sexuelle pour les gays. Et c'est ça qui a été aboli justement sous Mitterrand. C'est-à-dire que souvent on prend ça comme la dépénalisation de l'homosexualité, mais en réalité c'est la fin de cette discrimination légale. Oui, et le fait que quand même la dépénalisation de l'homosexualité, c'est aussi le fait qu'on peut plus être condamné, même entre personnes adultes pour rapport sexuel entre hommes. Mais je trouve que cette question de la majorité sexuelle, elle pose des questions intéressantes parce que j'ai l'impression, enfin c'est comme ça que je le lis, que on a tendance à considérer que finalement être adulte, ça serait être sexué. Et ça, pour le coup, j'ai l'impression que c'est lié à, en fait, l'hétéropatriarcat ou cette idée de se dire, finalement, un individu adulte, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui va pouvoir fonder une famille, procréer, et du coup, toutes les personnes qui sont pas à ce stade-là, donc qui sont non pubères, etc., auraient pas ces droits-là, enfin, ne devraient pas les avoir. Et je trouve que ça, c'est des questions importantes aussi. Comment est-ce qu'on différencie les deux ? C'est-à-dire que, non, en fait, est-ce qu'on a besoin d'être sexué ou d'avoir un certain type de sexualité procréative pour acquérir tout un ensemble de droits et du coup, moi, j'ai l'impression que, voilà, on n'est pas obligé d'aller dans une stratégie de symétrisation, enfin, de dire, finalement, l'enfant, c'est comme un adulte, parce que sur ce point-là, non, en fait, il y a des comportements sexuels différents, mais par contre, ça n'empêche, enfin, en gros, désintriquer les deux, quoi. Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on peut pas non plus on peut pas se contenter de faire la critique du féminisme différentialiste, disons, évacuer complètement le fait qu'il y a quand même une différence, mais que cette différence, en réalité, évidemment, il y a une petite part entre guillemets qui est liée au fait d'être prépubère, par exemple, si on veut utiliser une catégorie plus biologique, et qu'une énorme part de ce qu'est être enfant aujourd'hui, de ce qu'est être prépubère aujourd'hui n'a rien à voir avec des caractéristiques biologiques et construit socialement, mais effectivement il faut prendre en compte cette question-là. Et puis après, sur la question de la sexualité, évidemment, après, il y a la question évidemment de la sexualité entre enfants qui pose énormément de questions, parce que là pour le coup on n'est plus dans le cadre de la domination adulte, mais il y a d'autres rapports de domination qui peuvent évidemment jouer. Et puis il y a aussi le fait que peut-être que ce sont des enfants qui ont le même âge, mais ils n'ont pas le même genre, et puis ils n'ont pas forcément, même entre enfants, la capacité à consentir, puisqu'ils n'ont peut-être pas les moyens justement de consentir, finalement un petit peu comme des adultes qui n'auraient pas forcément la capacité à consentir. Enfin, ça pose aussi d'autres questions, mais je trouve que effectivement c'est des questionnements intéressants, quoi. Oui, en fait, ce qui est quand même, pour revenir au mouvement de pédophiles politiques, j'aime bien cette appellation, mais en fait, c'est quand même très surprenant qu'ils aient d'abord pensé les rapports sexuels comme possibles entre adultes et enfants, et pas de se dire, en fait, peut-être qu'on pourrait d'abord penser des rapports sexuels enfant-enfant, qu'est-ce que ça veut dire qu'un rapport sexuel enfant-enfant, et en quoi c'est pareil, c'est pas du tout dénué de rapport de pouvoir. Enfin, en fait, il y a des viols entre enfants, aussi on construit l'enfance comme stratifiée, quoi, par des rapports de pouvoir. Qu'est-ce que c'est que des rapports de fratrie ou de frères et sœurs? C'est aussi beaucoup des rapports de valorisation des aînés et du coup qui ont une emprise sur les plus jeunes. Et du coup, moi j'ai l'impression que ça pose quand même tout un ensemble de questions. Il y a des cas d'inceste d'ailleurs, effectivement, de frères sur leurs sœurs, etc. etc. Ouais, complètement. Ouais. Oui, avec Dorothée Ducy, elle en parle de manière intéressante dans son livre Le berceau des dominations, mais avec dans certains discours conservateurs, elle disait que ça va, on va quand même pas pour un touche-pipi entre enfants saisir la justice, mobiliser des catégories telles que l'agression sexuelle et tout. Et en fait, déjà c'est assez surprenant de considérer qu'une violence qui serait présente entre adultes et entre enfants, il faudrait forcément la déconsidérer. Et puis avec cette idée que il y a quelque chose d'anodin, d'insouciant, alors qu'en fait non, c'est des rapports de pouvoir qui se mettent en place. Et par contre sur la question du féminisme différentialiste, mais en fait c'est compliqué pour l'enfance, mais je pense qu'il y a vraiment une réticence parce que la naturalisation de l'enfance elle est tellement élevée que on a vraiment du mal à le faire. Enfin, on se dit mais non, mais quand même l'enfant peut pas se débrouiller sans nous, quand même. Enfin, j'ai envie de répondre à ça.
Et ça, pour le coup, c'est un apport de certaines théories de la vulnérabilité qui, en fait, que je trouve très problématique sur la question de l'enfance, parce qu'elle renaturalise l'enfance énormément en disant, mais le cas typique de le vulnérable, c'est en fait l'enfant. C'est la vulnérabilité naturelle, présentifiée, quoi. C'est l'enfant, regardez le nourrisson. Et voilà, tout le monde Butler dit ça. Et par contre, je trouve que l'apport de ces théories, je critique plutôt, mais c'est le fait de remettre en cause un mythe libéral de l'autonomie. En fait, c'est de dire, mais en fait, on dit les enfants sont pas autonomes, ils ne pourraient pas se débrouiller seuls, mais en fait, qui se débrouille seul dans nos sociétés? Déjà, on occulte complètement le fait qu'il y ait des personnes, mais même des hommes valides, cis, blancs, qui en fait bénéficient de tout un travail de personnes racisées, femmes, qui vont en fait leur permettre de valoriser cette autonomie. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait de tout un ensemble de personnes? Et en fait, c'est énormément de personnes qui sont adultes et qui sont handicapées, plus âgées, malades. En fait, ça concerne énormément de gens. C'est pareil, il y a des alliances possibles, mais ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, pour les personnes âgées ou pour des personnes handicapées, il y a une infantilisation permanente en fait de ces personnes. Et du coup, c'est compliqué de faire alliance quand on essaie de se dire, non, en fait, moi, je suis pas comme un enfant. Et le fait qu'on me traite comme un enfant, bref, il y a une stratégie de rabaisser les enfants pour mieux se rehausser, mais en même temps, de fait, politiquement, il y a un traitement de la question du validisme et de personnes neuroatypiques qui ont tout un ensemble de handicaps qui va vers justement une forme de paternalisme qui est ça, de pas les écouter, etc. Et de fait, la société, c'est tous ces ensembles de personnes. Du coup, c'est vraiment ce que j'entends tout le temps, quoi. Dès que je parle de mon sujet, on me dit la personne fronce les sourcils, elle me dit, mais quand même, tu vois bien qu'un nourrisson... Oui, mais en fait, il y a tout un ensemble de personnes dans la société qui sont pas dans l'exemple type de l'autonomie, quoi. Oui, effectivement, des personnes très âgées qui peuvent se retrouver à des états de dépendance et de vulnérabilité aussi fortes que des enfants, et pourtant on va leur retirer. Bon, si éventuellement on peut leur retirer un certain nombre de choses, bien sûr, mais on va généralement pas leur retirer autant de droits qu'à des enfants. Et puis effectivement, encore une fois, il faut distinguer toutes les différentes catégories. Les nourrissons, effectivement, c'est des êtres qui sont naturellement complètement dépendants. Déjà, des enfants à partir de 3, 4, 5 ans, bon, après ça dépend en fonction des théories et des réalités, mais je veux dire, il y a une capacité d'autonomisation croissante assez rapide. Et puis évidemment, après la question des collégiens, des adolescents, entre guillemets, devrait être radicalement repensé. C'est quand même bizarre de les mettre justement au même niveau que les nourrissons. Ils sont capables d'aller en prison, mais par contre, ils sont considérés sur tout un tas d'autres plans comme étant similaires à des nourrissons, même si évidemment, il ne faut pas rester prisonnier non plus uniquement d'une question juridique, de droit formel, etc., etc., puisque d'ailleurs, l'essentiel de la domination adulte, même si elle est validée juridiquement par la notion d'autorité parentale, qui justement remplace l'autorité paternelle sur les enfants. Donc, ce qui fait que avant, c'était vraiment une domination adulte masculine, en tout cas légalement entérinée, alors que maintenant, c'est une domination conjointe, on pourrait dire, d'une certaine manière, qui repose évidemment la question de la participation des femmes à la domination adulte, et qui confère aussi aux femmes justement des privilèges adultes, qu'on peut observer comme tout un chacun dans le fait de gueuler sur les enfants. Il suffit d'aller dans n'importe quel transport en commun ou même dans sa famille sur le fait que les enfants sont traités d'une manière que si des adultes étaient traités de la même manière, considérés comme horrible, violente, autoritaire. Ça fait partie des privilèges adultes de pouvoir se défouler sur les gosses. Et donc c'est pas simplement une question légale, même si évidemment, il y a des réformes comme l'interdiction de la fessée qu'on peut accueillir comme effectivement une légère avancée sur ce sujet-là. Mais bon, après le fait que les enfants restent intégralement dépendants de la famille, qui va finalement rester la seule juge de est-ce qu'on va continuer de donner des fessées ou pas, ou est-ce qu'on va continuer d'administrer des châtiments psychologiques ou physiques, ça reste du domaine de... effectivement, il y a quelques rares cas où il y a peut-être des parents qui vont être condamnés pour des sévices sur leurs enfants, mais on sait quelles catégories vont être touchées. Ça va être essentiellement des familles précaires, racisées, etc., etc. Donc on voit, encore une fois, toute la complexité de cette question. Je pense que c'est important de parler, en fait, il s'agit évidemment pas de dire que toute l'extrême gauche des années 70-80, anti-autoritaire ou gay était pédophile, loin de là. Mais par contre, pour moi, c'est vraiment important qu'on parle en fait de ces questions qui sont complètement occultées dans les milieux militants et universitaires. Il y a peu de choses là-dessus, parce qu'en fait c'est un problème politique, et j'ai l'impression que maintenant la tendance actuelle, c'est qu'il y avait un moment où en fait
la question de la pédophilie s'est posée de manière politique, et maintenant elle a été complètement refermée, de même que les questions d'agisme en fait, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de ces questions dans le champ militant, et ça s'est fait au profit d'une sorte de psychiatrisation de la figure du pédophile. Donc ça serait l'individu de 50 ans chauve en parka qui viendrait offrir des haribots aux enfants, quoi. Et donc ça a été complètement dépolitisé, enfin de la même manière que voilà, si on fait encore une analogie, on pense le violeur comme l'inconnu de la rue, en fait le pendant du violeur c'est le pédophile inconnu de l'enfant, etc. Alors qu'on sait, voilà, de la même manière que pour les femmes, les rapports, les viols ou les agressions sexuelles sur enfants viennent de proches. Du coup, voilà, j'ai l'impression qu'on est passé d'une tendance à politiser cette question dans certains milieux, à complètement dépolitiser cette question et se montrer horrifié. Moi, j'ai l'impression que c'est un sentiment qui n'a aucun intérêt, quoi, si c'est pas pour la traiter politiquement. Et du coup, pour moi, c'est important qu'on revienne sur ces questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, qu'est-ce qui s'est joué, quels étaient les rapports de pouvoir en présence, et comment est-ce qu'on peut résoudre ces questions. En fait, elles ont été laissées en chantier, j'ai l'impression. Du coup, moi, j'ai envie de pouvoir les reposer et de trouver des stratégies de réponse. Et pour faire un lien avec des mouvements à l'extrême droite, cette fois plus récents, qui est amusant, c'est que il va y avoir du côté de l'extrême droite une politisation de la figure de l'enfance, mais dans des mouvements ultra-conservateurs et sur la question justement de l'homosexualité. C'est-à-dire de dire finalement, en fait, on veut protéger les enfants, et c'est au nom de cette protection des enfants qu'on empêche tout un tas de personnes LGBT à adopter des enfants. Et en fait, moi j'ai l'impression que justement pour pas laisser libre cours à ce type de discours, il faut qu'on reprenne cette question qui a été laissée en plan un peu de la protection de l'enfance ou de la politisation de l'enfance, et qu'on en produise une analyse politique qui nous correspond. Oui, et finalement, en dépassant soit une position de type libéral qui fait abstraction justement des rapports de domination de l'enfance, comme c'était le cas dans l'extrême gauche des années 70, ou au contraire une position paternaliste qui est le cas de l'extrême droite, mais aussi d'une certaine gauche rouge-brune qui justement vire sur des positions, il faut protéger l'enfant contre les ravages du néolibéralisme, etc., qui reconduit finalement cette figure passive et voilà dépendante des adultes, etc., et qui elle aussi reconduit la domination adulte, d'autant plus que elle ne critique même pas, le cadre fondamental dans lequel la domination adulte s'exerce, c'est-à-dire la famille. Et puis en plus on pourrait ajouter sur l'extrême droite, il n'y a même pas de critique de l'école, etc., Et donc effectivement, je pense que tout l'intérêt, je pense, des recherches que tu mènes, qu'on a un petit peu résumé dans cette émission, c'est justement d'inviter à repenser cette question de l'enfance qui, en fait, finalement, est presque peut-être la question, peut-être avec l'antisémitisme, mais peut-être avec une ou deux autres questions, qui a été le plus mal pensée finalement par l'extrême gauche. Autant sur la question des classes, du genre, de la race, on a quand même aujourd'hui des outils théoriques vraiment très bons, même si sur la question de la race et du genre il y a des blocages, etc., dans l'extrême gauche pour les raisons évidentes de savoir situer. Mais c'est vrai que sur la question d'enfance, même ces élaborations théoriques, elles sont parfois même pas disponibles, et pourtant c'est une question hyper importante, puisque effectivement c'est un rapport de domination par lequel tout le monde passe et qui est fondamental et qui est constitutif aussi de notre position à cet instant T, puisque on peut présumer qu'à peu près les auditeurs et les auditrices sont comme nous, c'est-à-dire des adultes aussi qui peuvent exercer effectivement des formes de domination sur les enfants, structurellement par le biais des avantages qui leur sont fournis par le droit, puis éventuellement elles se permettent des choses qu'elles se permettraient pas avec des adultes, au moins des adultes avec lesquels elles se considèrent comme égales. Donc il y a vraiment un enjeu à reprendre cette question, d'autant plus comme tu dis que la question a été hyper mal traitée par une certaine extrême gauche dans les années 70. Alors évidemment pas toujours sous une forme extrême de la pédophilie, mais parfois aussi avec une conception complètement mirifique qui finalement n'a pas apporté grand-chose, type on va libérer les enfants c'est merveilleux et tout ça, qui apporte pas grand-chose politiquement comme tu disais et tout. Aujourd'hui les réinvestissements dans la théorie d'extrême gauche de l'enfance, comme tu disais, c'est comité invisible, mais ça apporte pas grand-chose vraiment à cette question, ça invisibilise la domination adulte. Et puis, merci beaucoup Delphine de nous avoir parlé de la domination adulte, principalement de la domination adulte sexuelle. Et on espère te retrouver pour une autre émission sur la domination adulte, peut-être sur un autre sujet. Merci beaucoup de m'avoir invité. L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme, condition sine qua non. Ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche. Séduisante mais pas pute. Travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme. Mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique. Bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme. Cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Patriarcat, patriarcat. Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie. Patriarcat, patrie.